Ce podcast parle de troubles en santé mentale et de situations réellement vécues. Les témoignages que vous allez entendre peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes en détresse psychique ou avez des pensées suicidaires, si vous pensez qu'une personne de votre entourage est en situation de crise, vous devez contacter le 112, le 15, le 18 ou le 3114, le numéro national de prévention du suicide. C'est l'histoire de Julie qui a fait une tentative de suicide, de Pierre qui boit trop. C'est aussi l'histoire de Nathalie qui rêve chaque nuit de son accident de voiture. Vous aussi, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est concerné par un problème de santé mentale. Chez PSSM, Premier Secours en Santé Mentale, nous sommes convaincus qu'engager une conversation peut tout changer. Je m'appelle Oriana et je vous souhaite la bienvenue dans cette discussion où se mêlent témoignages, histoires de vie et conseils pour tous ensemble briser les tabous autour des troubles psychiques. Vous écoutez Apprendre à aider, le podcast sur le secourisme en santé mentale. T'as un problème, l'association d'idées c'est t'es fou, t'es folle, il y a quelque chose qui va pas chez toi, t'es dysfonctionnel en fait. Nos capacités de résilience sont débordées. J'étais pas forcément bien dans ma peau et tout ça a fait que j'étais vraiment mal et que au lycée je faisais plus rien. La personne qu'il avait eue au bout du fil lui avait conseillé de poser directement la question à sa compagne si elle avait l'intention de mettre fin à ses jours. On sort de la formation déjà avec des nouveaux outils, ça donne un cadre, c'est sécurisant parce qu'on se dit qu'on va pas faire n'importe quoi justement parce qu'on sait qu'on va trouver les bons mots, la bonne manière. Apprendre à aider, le podcast sur le secourisme en santé mentale. Le trouble lié à la consommation d'alcool désigne une altération de la capacité à arrêter ou à contrôler la consommation de boissons alcoolisées, et ce en dépit des répercussions négatives dans la vie de la personne concernée. Des répercussions à la fois en termes de santé, mais aussi dans les sphères personnelles, sociales et professionnelles. Les conséquences sont multiples et peuvent aboutir à des conduites agressives ou à risque, ou encore à des problématiques d'addiction et de dépendance. Avec ses 47 millions de consommateurs, la France compte parmi les pays les plus adeptes de l'alcool. Selon une récente enquête de Santé publique France, 22% des Français boivent plus de 10 verres par semaine et dépassent ainsi le plafond d'alcool recommandé. Le coût social associé à cette consommation excessive est notable, puisqu'il est estimé à 118 milliards d'euros selon l'INSERM, avec environ 49 000 morts par an dans l'Hexagone. La consommation de ce produit psychoactif est en effet responsable, de manière directe ou indirecte, d'une 60aine de pathologies, parmi lesquelles les cancers, maladies cardiovasculaires et digestives, ou encore les troubles neurologiques et psychiques. Cela entraîne également une majoration des risques psychosociaux et constitue la première cause d'hospitalisation et la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Bonjour Stan. Bonjour. Vous êtes secouriste en santé mentale depuis début 2023. Racontez-nous l'intervention qui vous a le plus marqué. Alors, l'intervention qui m'a le plus marqué, c'est une intervention à titre personnel, parce que j'ai dû agir pour aider mon meilleur ami, mon ami d'enfance, dans une période de crise, de détresse particulière, liée à son addiction à l'alcool, qui était en fait une automédication pour lui, qui était certainement révélatrice d'autres troubles psy. Et grâce à la formation PSSM, grâce à la méthode aérée, j'ai pu, on va dire, agir avec un peu plus de recul et de sérénité que j'aurais pu le faire certainement en étant non formé, non éveillé en fait à ces problématiques de santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez pu détecter les signes et les symptômes liés aux troubles de sa consommation d'alcool ? Alors oui, je vais essayer. En tout cas, c'est particulier dans son histoire et dans notre histoire parce que il a conscience depuis quelques années en fait d'avoir cette problématique, cette épée de Damoclès un peu de l'alcool, parce que son père est alcoolique depuis de nombreuses années. Il en a conscience. Son frère également. Donc il y a une histoire familiale qui est bien particulière. Et c'est vrai que pour mon ami, on ne l'a pas forcément vu venir. En tout cas, dans le groupe d'amis, on n'a pas forcément réagi. Mais lui, en même temps que l'alcool a pris plus de place dans son quotidien, il a eu conscience que c'était problématique. Et en fait, il l'a assez vite verbalisé. En même temps que moi, je me posais des questions et que j'allais dire « Non, mais là,
il y a quelque chose qui va pas. Lui, il a verbalisé tout de suite en fait que c'était un problème. Ce qui a été vraiment un tournant dans son histoire, c'est la période Covid. Je pense que comme beaucoup de personnes, ça a eu un fort impact sur sa santé mentale, ou en tout cas, ça a fait émerger des traits. Et en fait, en tant que profession exposée, il a vécu des choses particulières qui l'ont fait sombrer, en fait. Et l'alcool est devenu sa soupape, quoi. Est-ce qu'il y a une crise en particulier qui vous a fait réagir ? Oui. La dernière en date, et c'est ce qui a permis un rebond finalement et un accompagnement par la suite. Sa consommation d'alcool a commencé à peser sur sa relation de manière prépondérante, et effectivement sa rupture a déclenché en fait une détresse psychologique particulière. Et à ce moment-là, il avait envie de se noyer dans l'alcool, quoi. En tout cas, il avait ce besoin-là d'être tout le temps en ébriété. Et en fait, ses horizons se sont complètement disparus. Et en quelques jours, il était sans arrêt ivre. Et de plus en plus dans une logorée autour de la disparition, de la mort, de laisser les autres en paix, voilà. Et donc là, ça a été vraiment, c'était un appel à l'aide. Et moi, j'avais pas forcément les moyens de détecter si c'était une crise suicidaire urgente et qu'il fallait intervenir tout de suite pour lui sauver la vie, ou si c'est simplement l'alcool qui parlait à travers lui et qui par le poids de la culpabilité, le victimisait, etc. Et donc j'ai décidé, à un moment où j'avais du mal à établir la communication par téléphone, où je me disais, là, s'il a trop bu, ça peut être potentiellement le coma éthylique mortel, j'ai fait le choix d'appeler le 3114, qui est le numéro de prévention suicide, d'urgence suicide, qui nous a été communiqué en formation. Et donc là, j'ai été particulièrement bien accompagné par une personne professionnelle de la santé mentale et qui m'a écouté, qui m'a donné des clés de compréhension et qui m'a proposé en fait de prendre contact directement avec mon ami. Donc qui a été proactive en fait pour établir la communication avec lui. Sachant que je l'avais informé, mon ami, que ce numéro existait, qu'il pouvait prendre contact avec eux pour être soutenu. Et j'ai perçu qu'il n'avait pas la force, en fait. Il y a des moments comme ça de détresse où même composer 4 chiffres sur le téléphone, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai été vraiment soulagé que cette personne me dise « oui, il n'y a pas de souci, moi je peux appeler, en fait ». Et elle a appelé même à plusieurs reprises. Dans un premier temps, elle a laissé un message vocal, elle a même rappelé. Et ils ont fini par échanger au téléphone. Même si mon ami en état d'ébriété n'a pas des souvenirs vraiment profonds de cette conversation, mais il a une impression d'avoir été écouté, une impression très positive. Donc ça, quand on a eu l'occasion d'en reparler, c'est un moment qui a été positif pour lui. Donc c'est top, c'est tout bon, quoi. Enfin, entre l'échange que moi j'ai eu avec cette personne-là et que lui a pu avoir aussi, on est sur quelque chose d'extra et on a pu avoir cette communication avec le 3114 grâce à la formation PSSM. Je n'avais absolument jamais entendu parler de ce numéro avant. Comment va-t-il aujourd'hui, votre ami ? Aujourd'hui, il est rétabli. Donc dans la santé mentale, on parle de rétablissement. Il a été accompagné, il a fait une cure d'1 mois en centre qui a fait vraiment des merveilles, qu'il a remis sur pied. Et aujourd'hui, ça fait une dizaine de mois, bientôt 1 an, en fait, qu'il est sobre et qu'il a repris sa vie en main. Et que je le trouve particulièrement alerte, conscient et dynamique pour la suite. Je le sens armé, donc c'est très positif. Avec le recul, Stan, y a-t-il quelque chose que vous feriez différemment ? Alors sur le moment de la crise, sur le moment vraiment de l'intervention, pas spécialement. Les choses se sont faites assez naturellement parce qu'il y avait une forte inquiétude de ma part, de ses proches, et donc on a pu agir en fait à ce moment-là pour qu'il soit pris en charge. Et ça s'est terminé d'ailleurs aux urgences.
Mais en amont, oui. Et je pense que la formation PSSM m'a vraiment apporté des éléments pour prendre du recul et surtout pour quelque chose que j'analyse seulement maintenant, longtemps après cet événement-là, c'est que dans nos échanges et par rapport à son trouble lié à l'addiction ou au trouble psychique qu'il peut subir, je pouvais être un peu dans l'affect, malgré moi, donc forcément maladroit, parce que c'est un proche. Alors moi, j'étais pas dans la culpabilisation, mais je sais qu'un conjoint peut l'être, par exemple, très souvent malgré soi, en fait. Mais par exemple, j'ai mis très longtemps à moi ne plus consommer d'alcool devant lui. Enfin, très longtemps, trop longtemps, on va dire. Et je sais qu'il y a des éléments qui sont donnés dans la formation qui proposent en fait des outils, une guideline pour comment se comporter avec tel ou tel trouble. Et donc avec le recul, j'aurais pu agir de manière plus précoce et plus précise pour l'encourager, pour l'accompagner dans son trouble et pour le renseigner en fait sur les ressources qui étaient à sa disposition. Justement, vous parliez de la formation tout à l'heure. Qu'est-ce que la formation vous a apporté ? Alors, beaucoup de choses. La formatrice était hors pair. Vraiment, elle a su fédérer le groupe. On a parlé de sujets sérieux, mais toujours avec des soupapes de sécurité et de décompression. Donc, on a pu parler de sujets très sérieux et très graves et très prenants émotionnellement, mais parfois avec la touche de légèreté qui allait bien. Et donc, le moment était super. Et après, les connaissances apportées par la formation, moi, ce qui m'a le plus frappé et ce qui me sert le plus aujourd'hui, c'est de faire la distinction en fait entre la santé mentale telle que traitée par PSSM, c'est-à-dire de vraiment parler des troubles psy et d'avoir une approche de la santé mentale comme on peut l'avoir de la santé physique. Là, c'est vraiment une plongée dans la santé mentale et c'est une prise de conscience qu'on est concerné à titre personnel, dans la famille, les proches, les collègues de travail. Et c'est vraiment hyper riche, en fait. Est-ce que je peux en conclure que vous conseilleriez cette formation ? Oui, bien sûr, totalement. Je suis vraiment bluffé par l'initiative PSSM en France. Ça n'existait pas avant. Donc aujourd'hui, c'est une chance de l'avoir. Et je recommande la formation, parce que c'est une formation qui est citoyenne, et donc qui s'adresse à toutes et tous, avec encore une fois ce discours qui parle de nous en fait, qui nous parle de nous, qui nous offre des clés de compréhension sur nous-mêmes et sur nos interactions sociales. Donc oui, je la recommande vraiment de tout mon cœur. Merci Stan pour votre témoignage. Merci. Dans quelques instants, notre TGV Nuit arrive en gare du Creusot-Monceau TGV, le Creusot-Monceau TGV. Jean-Michel Delisle, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération Addiction et psychiatre. C'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers vous pour cet épisode sur les troubles liés à la consommation d'alcool. Justement, qu'est-ce qu'un trouble lié à l'utilisation de substances ? Un trouble lié à l'utilisation de substances se définit essentiellement par une perte de contrôle. C'est-à-dire quand une substance qu'on utilisait jusqu'alors un peu comme tout le monde, à l'occasion, lors de soirées, lors de fêtes, lors de repas de famille, notamment de l'alcool, commence à déborder. C'est-à-dire on se rend compte qu'on s'était donné des limites en termes de quantité, parce qu'on sait qu'au-delà d'une certaine quantité, on va commencer à avoir des problèmes. Et puis une fois qu'on a commencé à boire, on peut plus s'interrompre. On se donne des limites de temps, on va pas dépasser 2 heures, 3 heures lors d'une soirée, et puis en fait une fois que c'est parti, ça continue. On va se donner également d'autres limites, c'est-à-dire que jamais ça n'interfère avec sa vie professionnelle ou sa vie familiale. Et puis hélas, on va se rendre compte que par moment, on a des troubles du comportement, des ivresses qui vont créer des problèmes dans sa vie de famille. On va commencer à avoir des retards au travail, etc. Donc le trouble se définit par la perte de contrôle essentiellement. C'est-à-dire au bout d'un moment, on se rend compte que le produit est en train de prendre le dessus et qu'on ne maîtrise plus en fait sa consommation, alors même qu'on commence à repérer qu'il y a des conséquences
dommageable, qu'on essaye de rectifier le tir, de diminuer. À ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, on a perdu le contrôle, on n'y arrive plus. Donc c'est à ce moment-là que clairement, on se rend compte qu'on présente un trouble de l'usage. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner justement liés à la consommation d'alcool? Eh bien, on sait qu'en France, la consommation d'alcool est une consommation traditionnelle, donc très très importante. La grande majorité de nos compatriotes ont bu au moins une fois dans leur vie une substance alcoolisée, donc c'est des dizaines de millions de personnes. On se rend compte qu'ensuite, ceux qui sont vraiment des usagers beaucoup plus réguliers, peut-être plus intensifs, des usagers quotidiens, on est aux alentours de 5 millions à peu près. Et on arrive quand même à un peu plus d'1 million de personnes qui manifestement ont un trouble de l'usage. Sachant que l'impact en termes de santé publique est important, puisque après le tabac, c'est vraiment la deuxième cause de mortalité évitable, avec pratiquement 40 000 morts par an dans notre pays. Et quelle est la différence entre addiction et dépendance ? Le terme dépendance renvoyait un peu à ce qu'on appelait aussi avec d'autres produits les toxicomanies. Il se trouve que c'est un terme qui est un peu dérivé, qui est stigmatisant, ce qui fait que c'est parfois difficile à aborder avec des personnes. L'avantage du terme addiction, d'une part, c'est qu'il est plus récent, en tout cas en français courant, moins stigmatisé, on le voit dans des pubs à propos de parfums, de choses comme ça, donc il a un côté moins dramatique, plus acceptable, et d'autre part, il a permis d'élargir le champ des addictions à une réalité contemporaine, c'est-à-dire on se rend compte que de plus en plus, on peut avoir des pertes de contrôle par rapport à des comportements, pas simplement par rapport à des produits, des drogues ou de l'alcool ou du tabac, mais également des comportements comme les achats, les paris sportifs ou évidemment chez les jeunes les écrans. Donc l'intérêt du terme addiction, c'est d'une part, ça c'est un peu plus banal, c'est un peu plus acceptable, ça permet d'établir un terrain de dialogue avec les personnes concernées, et d'autre part, ça permet de renvoyer à un concept beaucoup plus large peut-être que celui de dépendance. Quelles sont les répercussions potentielles sur une personne par rapport à sa consommation d'alcool? Ou il y a une consommation excessive, tout du moins. Bien, les consommations excessives vont avoir deux types de conséquences, des conséquences à court terme, des conséquences aiguës, lors d'une ivresse par exemple, où on peut avoir des troubles du comportement, on peut avoir un accident de la route, on peut être désinhibé, devenir violent, on peut à l'inverse être tellement en vrac qu'on va être victimisé, qu'on peut être victime d'agressions, d'abus divers, etc. On peut avoir des pertes de conscience, on peut avoir des traumas sévères liés à ces accidents. Donc ça, c'est les éléments à court terme qui doivent évidemment attirer l'attention. À côté de cela, ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'un certain nombre de personnes vont avoir une répétition effectivement de ces épisodes aigus, ce qui traduit souvent une perte de contrôle beaucoup plus durable, ce qu'on appelle pour le coup un trouble de l'usage, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Il faut au moins 1 an pour parler de trouble de l'usage, et à ce moment-là peuvent se surajouter des complications à moyen terme, même à long terme, au plan psychiatrique, avec des détériorations au plan cognitif, au plan intellectuel, mais aussi au plan de l'humeur. L'alcool est dépressogène, c'est-à-dire initialement ça aide éventuellement, ça donne l'impression que ça aide à passer un mauvais cap, mais si ensuite on commence à boire de plus en plus régulièrement, les effets entre guillemets bénéfiques attendus au départ vont avoir tendance à s'atténuer et s'inverser même avec des mécanismes de sevrage qui sont très très inconfortables, et puis une image de soi qui se détériore avec tous les problèmes qu'on a au boulot, avec les copains, copines, ce qui fait que globalement c'est plutôt un effet dépressogène. Et puis évidemment il y a toutes les complications physiques bien connues sur le foie, le système cardiovasculaire, ce qui fait que c'est vraiment à l'origine en plus d'une mortalité tout à fait importante chez des gens qui ont des troubles de l'usage durables. À partir de quelle quantité d'alcool tombe-t-on dans un état à risque, et comment se situe-t-on en France? Tout à l'heure, vous disiez que la France était un des premiers pays consommateurs. Alors oui, il y a quand même des bonnes nouvelles. Une des bonnes nouvelles, c'est que si on compare les niveaux de consommation d'alcool qui étaient ceux qui existaient en France quand j'étais jeune, très jeune, dans les années 60 et maintenant, il y a un effondrement de la consommation d'alcool en France. On est passé de 30 litres d'alcool pur par Français par an en 60 à un peu plus de 10 litres actuellement. Donc c'est une division par 3. Donc il y a quand même une prise de conscience. Oui, ça c'est très important. Et on voit d'ailleurs que la mortalité induite commence légèrement à décrocher, même s'il reste évidemment à des niveaux très, très préoccupants. Mais alors ce qui est important de constater en France, c'est qu'il y a vraiment une mutation des modes de consommation. C'est-à-dire on avait un mode de consommation qui était ce qu'on appelle dans le jargon une culture humide, c'est-à-dire où tout le monde, en tout cas tous les hommes, buvaient beaucoup, trop, du vin à table, à tous les repas, etc. Donc où il y avait des conséquences ensuite sur le foie, le cerveau qui étaient tout à fait préjudiciables. Des modes de consommation où la plupart des jeunes qui annoncent les modes ultérieurs se font plutôt à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire avec une quasi-disparition de cette
imprégnation quotidienne et massive, beaucoup de jeunes ne boivent plus du tout de vin à table. C'est d'ailleurs les consommations de vin qui se sont effondrées dans notre pays. En revanche, le soir, le vendredi soir, le samedi soir, parfois le dimanche soir, ils vont avoir tendance à boire beaucoup plus d'alcool en aigu, mais souvent des alcools forts, des bières qui finalement ont tendance à devenir les premiers alcools consommés. Si bien que là, les complications vont être plutôt des complications liées à des ivresses massives le soir, donc 5, 6, 7 verres d'alcool en une occasion, c'est-à-dire en moins de 2 heures, où il va y avoir des risques aigus, en fait, d'ivresse aiguë. Et finalement, on s'oriente plus vers cette problématique-là, ce qui renvoie en termes de vulnérabilité, souvent à des vulnérabilités psychologiques. C'est pas anodin pour un jeune, toutes les semaines, de boire des quantités aussi importantes. Ça renvoie beaucoup plus à des vulnérabilités, comme on voyait avec des usagers de drogue, c'est-à-dire des fragilités, des doutes, des difficultés de vie qu'on essaye d'anesthésier ou d'oublier avec des produits. Alors qu'historiquement, on était plutôt dans des modes de consommation sociaux qui ne faisaient pas nécessairement référence à des vulnérabilités psychologiques très, très massives, mais plutôt à des phénomènes d'entraînement. Vous parlez depuis tout à l'heure de l'aspect social de la consommation. Qu'est-ce que l'alcoolisme mondain ? Et c'est une expression que l'on entend en tout cas relativement souvent dans les discussions. Et à partir de quand on développe une dépendance ? À quelle quantité ? À quelle fréquence ? Alors on se rend compte effectivement que quel que soit le contexte de vie dans lequel on est, il y a toujours malgré tout en France une pression à la consommation. Quand on va dans un repas de famille, un mariage ou même une fête banale, il va y avoir des apéritifs qui circulent, des produits qu'on va vous proposer, mais très, très gentiment, affectueusement. Et souvent, les gens vont être surpris, finalement, si vous ne consommez pas ou vous refusez, etc. Oui, c'est ce que vous disiez. On attend de nous oui. boive ce verre. Il y a une forme de prescription sociale, parce que l'alcool a une forte signification d'intégration à un groupe. C'est-à-dire, c'est un marqueur social. C'est un signe d'affiliation. Ce qui fait que dans d'autres groupes, ça sera plutôt de la bière ou des tequila, vodka, etc. Si on a affaire à un public jeune, si on est dans des milieux branchés, jet set ou riches, ce sera peut-être plutôt champagne, éventuellement cocaïne. Mais donc il va y avoir des identifiants comme ça. Et une bonne partie du travail qu'on essaye de faire, justement, c'est d'essayer de faire en sorte que les personnes sachent résister à cette pression de groupe. Non pas pour ne pas boire, mais pour boire quand ils souhaitent boire, mais pas plus. Et qu'ils sachent, le cas échéant, dire non si ça dépasse ce qu'ils ont envie de faire. De toute façon, on arrive plus facilement peut-être à résister à cette pression collective, et que la consommation, si elle doit avoir lieu, soit vraiment le fruit d'un choix autonome. Alors à partir de quelle quantité s'accroche-t-on ? C'est difficile à dire, mais ce qui est évident, c'est que pour qu'il y ait dépendance, il faut en tout cas qu'il y ait une consommation extrêmement régulière, c'est-à-dire au moins quotidienne. Alors la majorité des consommateurs quotidiens dans notre pays ne sont pas dépendants, ne présentent pas de troubles de l'usage. Néanmoins, c'est en leur sein qu'on trouve ceux qui perdent le contrôle, et généralement la perte de contrôle, c'est quand on dépasse les limites qui sont celles qu'on s'est auto-imposées. Et alors, ça dépend des niveaux de tolérance. Mais en tout cas, ce qui devra attirer l'attention des sujets, c'est pas tellement un volume particulier, c'est plutôt quand le volume qu'on consomme est supérieur à celui qu'on s'était soi-même fixé. C'est ça qui doit attirer l'attention, quel que soit le niveau, en fait. Quelle approche spécifique doit-on avoir face à une personne en état d'ébriété ? Quels conseils nous donnez-vous par rapport à ça ? Alors quand on rencontre une personne en état d'ébriété, il y a 2 dimensions là aussi. Une intervention immédiate, qui est celle d'ailleurs des premiers secours d'une certaine manière en santé mentale, c'est-à-dire un impératif de protection, de mise en sécurité. Si la personne commence à avoir des problèmes de conscience, position latérale de sécurité, éviter qu'elle vomisse, qu'elle inhale ce qu'elle vient de vomir, etc., appeler les secours, enfin tous les gestes classiques de premier secours. À côté de cela, évidemment, si la personne est quand même un peu plus vigile, essayer de faire en sorte que si elle souhaite à tout prix rentrer chez elle, qu'elle le fasse dans de bonnes conditions de sécurité, c'est-à-dire appeler un taxi, voir s'il y a des amis qui peuvent le ou la raccompagner, etc. Faire en sorte en tout cas qu'elle ne rentre pas en scooter ou en voiture par ses propres moyens, parce que là évidemment les risques seraient massifs, aussi bien d'accidents d'ailleurs que de victimisation et d'agression en soirée. Donc là il faut agir dans l'immédiat pour sécuriser en fait la personne au plan physique et par rapport au risque d'accident. La deuxième dimension, c'est que si c'est un épisode tout à fait isolé, ponctuel, c'est arrivé à beaucoup de gens sans qu'il y ait nécessairement de conséquences dramatiques, ou autres que celles qui peuvent survenir immédiatement,
En revanche, à partir du moment où ça commence à être un peu répété, voire même à s'intensifier, à ce moment-là, il faut que l'intervenant ait une petite lumière qui s'allume pour lui dire attention, là on est peut-être dans une situation à risque qui traduit justement la perte de contrôle, qui traduit le risque d'évolution vers un trouble de l'usage d'alcool, et il faut pouvoir aborder la question avec la personne. Or, pas sur un ton évidemment jugeant ou moraliste, c'est pas bien, pas parler d'alcoolisme, alcoolique, etc. T'as pas honte, tu fais le malheur de ta famille, etc. Mais essayer sur un terrain d'égal à égal de comprendre ce qui se passe et voir quelle est la représentation que le sujet a lui-même de cette perte de contrôle. Et souvent, dans ces phases initiales, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est pas net, où ils vont un peu au-delà de ce qu'ils souhaiteraient faire, ce qui fait qu'on a un petit angle d'accroche, pour essayer de comprendre avec eux qu'est-ce qui est en train de se passer et comment, le cas échéant, on pourrait les aider à faire en sorte que ça aille pas plus loin, ou vraiment, si vraiment ils sont dans une situation plus difficile, qu'on puisse les orienter vers des services professionnels. Alors justement, comment le secouriste en santé mentale peut approcher ou aider une personne qui a des troubles liés à la consommation d'alcool ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors le secouriste est dans une situation essentielle parce que souvent, aussi bien dans un contexte familial que social, lors de soirées, que aussi dans un contexte professionnel, d'ailleurs, on peut être confronté au spectacle d'une personne qui est en état d'ébriété ou à des retards répétés, des choses comme ça qui laissent supposer, parce qu'il y a des rumeurs, des bruits qui courent, selon lesquels cette personne aurait peut-être des problèmes d'alcool. Mais c'est une question difficile à aborder parce que c'est extrêmement stigmatisé. Notamment par rapport à l'alcool, puisque une des fiertés des personnes, c'est de tenir l'alcool, de faire la fête, d'être comme tout le monde. Donc ceux qui sont en train de perdre le contrôle, souvent ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes, ils ont un peu honte, ils aimeraient bien arriver à s'en sortir. Ce qui fait que dans une première phase, ça va être difficile de partager cette notion avec les personnes concernées, du fait en fait de la culpabilité et de la honte. Donc la conséquence, c'est que l'intervenant en premier secours doit vraiment se mettre sur une position horizontale, pas du tout d'expert, mais plutôt d'amis, de collègues, ça dépend la nature des relations qui les unissent, et en disant, ben voilà, j'ai observé tel ou tel phénomène, donc une ivresse aiguë ou des conséquences du truc. Est-ce que tu souhaiterais qu'on puisse en discuter, parce qu'apparemment il se passe quelque chose, je suis là pour t'accompagner, c'est t'aider, etc. Donc avoir une approche qui soit la plus proche possible, avec un bon engagement affectif, une bonne présence, une bonne disponibilité, une absence totale de jugement, de critique, etc. Et très vite, ce qui permettra d'ouvrir sur une question essentielle, c'est qu'est-ce que tu en penses de ta situation, de ta consommation ? Est-ce que tu n'as pas l'impression, toi, de ton côté, que par moment c'est un peu trop, etc. Et à ce moment-là, généralement, les personnes qui commencent à déborder acceptent, s'ils sentent que le terrain est sûr, calme, bienveillant, de s'ouvrir un petit peu et de commencer à parler, ce qui est le début du mouvement vers le changement. Merci beaucoup, merci pour votre éclairage. Merci à vous. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes secouriste en santé mentale depuis 2019. Est-ce que vous auriez une histoire, une intervention un peu significative depuis que vous êtes secouriste à raconter à nos auditeurs ? Alors j'en aurais même plusieurs, mais j'ai fait le choix en fait de vous parler aujourd'hui d'une intervention en tant que secouriste qui m'a marquée puisqu'elle s'est déroulée dans le milieu amical et dans le cadre d'un repas en fait entre amis. J'ai pu observer à un moment donné qu'un de mes amis avait sur le temps du repas bu l'intégralité d'une bouteille de vin rouge. Alors je précise que j'ai pu m'en rendre compte parce que nous autres nous buvions plutôt du vin blanc. Peut-être que si on avait tous bu du vin blanc, je me serais pas rendu compte en fait de sa consommation. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a vraiment interpellée. Je pense quand il s'est servi le dernier verre que pouvait contenir la bouteille, et très calmement en fait, je l'ai interpellé sur le fait qu'il termine la bouteille, et je lui ai demandé s'il s'était rendu compte, parce que ce qui me renvoyait aussi, c'était pas du tout un état d'ébriété en fait. Et je crois que même pour moi, dans ma tête, je me disais mais il y a comme un décalage entre finalement la quantité d'alcool qu'il vient d'ingérer et ce qui me renvoie comme comportement. Donc je l'ai interpellé tout simplement. Je crois que de mémoire, je lui ai dit dis donc, tu viens de terminer la bouteille. Comment tu te sens là ? Tu t'es rendu compte que tu avais bu à toi seul la bouteille de vin rouge ? Et en fait, ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'à ce moment-là, il a mis un temps d'arrêt et il a regardé la bouteille. Il m'a dit ah ouais.
effectivement, et je m'en étais pas rendu compte. Donc on a eu tous les deux comme un micro, un petit blanc en fait, où on s'est regardés en se disant qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et là je lui dis écoute, si tu te sens bien tant mieux, mais néanmoins quand même, est-ce que ta notion de la quantité d'alcool que tu viens d'ingérer en fait avec cette bouteille de vin rouge ? Donc là il m'a dit que non. Donc moi ça m'a permis en fait, puisqu'on le voit dans la formation des premiers secours, ce qui est une quantité, un verre standard en fait d'alcool, donc j'ai pu lui donner l'information à ce moment-là en lui disant tu sais, un verre standard d'alcool c'est 10 grammes d'alcool, et dans une bouteille de vin, au regard du degré du vin là que t'as ingéré, t'as ingéré à peu près 70 grammes d'alcool, soit 7 verres standards. Et là je lui dis, est-ce que tu aurais en tête à tout hasard les campagnes de prévention qu'on entend quand même, et là il a réfléchi, il me dit je crois que c'est un verre, non, 2 verres, je sais plus. Je dis oui, c'est 2 verres. Et surtout, il faut avoir 2 jours dans la semaine où il n'y a pas du tout de consommation. Donc pas plus de 2 verres par jour. Et 2 jours dans la semaine où il n'y a pas du tout de consommation. Et je dis, est-ce que c'est ton cas ? Et là, donc, il y a eu de nouveau un blanc parce que je sentais qu'il réfléchissait. Alors, l'avantage quand on est entre amis, c'est qu'il n'a pas déclenché, je dirais, de mécanisme ni de protection ni d'agressivité. Et je me rappelle aussi que ça avait quand même arrêté le reste de la discussion, parce que nos autres amis étaient là, et du coup c'est devenu un petit peu le sujet en fait du repas, et on a pu échanger ensemble sur effectivement, même nous tous, la quantité d'alcool qu'on pouvait ingérer sans forcément se rendre compte de la quantité qu'on intègre. Donc voilà, il m'a dit que non, il faisait pas forcément attention à sa consommation au quotidien, mais que il se rendait quand même compte que certainement elle était au-dessus de ce qui était recommandé comme une consommation raisonnable. Voilà, donc on en est resté là en fait sur le premier échange, et puis j'ai senti que ça suffisait. Et ça, c'est aussi quelque chose que m'a apporté moi la formation des premiers secours en santé mentale. C'est aussi pas faire le forcing. C'est pas parce qu'on observe quelque chose chez quelqu'un qu'il faut forcément vouloir d'abord lui apporter des solutions tout de suite. C'est lui permettre déjà de se rendre compte est-ce qu'il y a une prise de conscience ou pas. Donc là, c'était pas le cas. Donc je pense que c'était important aussi de lui laisser le temps par rapport à ce qu'on venait de se dire. Donc c'est ce qui s'est fait. Et quelques jours après, je l'ai eu au téléphone, ce qui m'a permis en fait d'en rediscuter avec lui et de voir où il en était. C'est-à-dire, je crois même lui avoir dit, du coup, par rapport à ce qu'on s'était dit pendant notre repas, est-ce que tu as pu y repenser ? Est-ce que tu as pu réévaluer finalement ta consommation ? C'est quelqu'un qui est dans l'environnement du commerce en fait. Donc je lui ai demandé s'il avait pu réévaluer sa consommation, mais vraiment au quotidien en fait, déconnecté aussi uniquement. Là je suis entre amis et potentiellement peut-être qu'effectivement on peut avoir des fois des consommations qui sont un petit peu plus importantes. Donc il m'a dit il essayait de regarder, que ça faisait quand même chemin dans sa tête, et que oui, s'était rendu compte que peut-être sa consommation était un peu au-dessus de la moyenne. Voilà ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Et du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ? Comment tu comptes te saisir de cette information ? De quoi tu aurais besoin là maintenant ? Est-ce que tu as envie d'être aidé par rapport à ça ? Et ça aussi, c'est la formation PSSM qui nous l'apprend, à être plutôt dans le de quoi tu aurais besoin plutôt de fais ceci ou fais cela. Et ça, franchement, c'est pas, avant qu'on nous forme là-dessus, c'est pas forcément évident. On peut être beaucoup plus dans le fait de pousser des solutions et de se rendre compte que finalement, c'est quand on ouvre la possibilité à la personne par elle-même de se dire voilà où j'en suis, voilà ce que je pourrais faire. C'est là où on se rend compte que on peut plus facilement avancer en fait avec la personne, et surtout que ça va lui permettre aussi à elle des fois de nous dire ce qu'est sa solution à elle. Surtout que là, vous aviez déclenché une prise de conscience. Et ça, pour moi, donc le cheminement est finalement depuis 2019. Que je suis secouriste, c'est vrai que je me rends compte combien la prise de conscience, c'est ce qui est fondamental. Tant que la personne, elle n'a pas conscience qu'il se passe quelque chose pour elle, à la limite, et je peux même l'entendre, pourquoi elle ferait quelque chose ? Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Et sur l'alcool, je trouve que c'est même, on peut pas se voiler la face non plus. On est quand même dans un pays où l'alcool est très présent, est très mis en avant, et voire même normalisé. Donc voilà, ouais, c'est. Donc en fait, là, ce qui a été intéressant, je trouve, dans cet échange que j'ai eu avec mon ami, c'est que,
On en a rediscuté donc une seconde fois au téléphone. Il m'a dit qu'effectivement, il regardait où l'on était dans sa consommation. On n'a pas été plus loin non plus sur cet échange-là. Et c'est dans le cadre d'une autre fois où on s'est vu, où je suis revenue sur le sujet. C'est toujours moi quand même qui revenais sur le sujet. Donc pour la 3e fois, du coup, ouais, Christine ? Pour la 3e fois. Et là, il m'a dit, écoute, tu sais, je vais aller voir mon généraliste. Et il m'a dit, je vais lui en parler, je vais voir ce que lui, il en dit. Et en fait, c'est là où déjà, je l'ai félicité parce que je pense que c'est pas évident. Et je pense que quand on a comme ça une prise de conscience, c'est important peut-être aussi d'être encouragé à aller jusqu'au bout de sa démarche. Donc voilà, donc je l'ai encouragé effectivement à en parler à son médecin traitant pour que lui puisse effectivement, cette fois, avec son regard aussi de médecin, voir ce qu'il en était, enfin voilà, faire son job de médecin. Et moi, je dirais que mon rôle de secouriste sur la notion de prise de conscience, d'information, je pense que j'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais donné les informations qui sont en ma possession et j'ai passé le relais à un autre professionnel qui va pouvoir continuer à avancer avec lui. Donc voilà, ouais, c'est une belle expérience aussi de pouvoir se dire qu'on peut aider sans non plus, moi je l'ai pas vécu à ce moment-là comme quelque chose de, comment dire, je dois sauver mon ami ou voilà, c'est pas ça en fait, c'est vraiment comment je peux établir le lien avec quelqu'un qui m'est cher et pas stigmatiser finalement le comportement qu'il peut avoir, mais lui permettre de comprendre que s'il continue avec ce type de comportement, et il en a le droit, je suis pas là pour décider à sa place, mais néanmoins qui met en jeu, oui, sa santé physique et psychique. Donc voilà, donc ouais, et ça c'est vraiment, oui, avec la formation que j'ai pu apprendre à le faire. C'est pas si évident que ça en fait. Comment va-t-il aujourd'hui ? Il va bien, mais je dirais, peut-être malheureusement, malheureusement dans le sens où c'est ce qui est très pervers avec l'alcool, il va bien, il est toujours en réflexion sur aller plus loin. Moi, je lui ai montré un autre manuel des premiers secours en santé mentale. On a regardé ensemble la partie sur les substances. J'ai pu aussi lui montrer les ressources qu'on peut avoir sur info conso, alcool, etc. Et ça, je pense que voilà, c'est des informations qu'il a. Maintenant, c'est à lui de s'en saisir. Il sait aussi qu'on peut en discuter librement, mais je pense que c'est à lui maintenant d'agir. Et il a et son médecin qui est informé. Donc voilà, maintenant c'est à lui d'agir. Mais il sait que je suis là. Vous parliez du manuel, Christine. Justement, qu'est-ce que la formation PSSM vous a apporté dans ce cas de figure-là, évidemment, dans cette expérience que vous venez de nous raconter, mais également dans votre vie de secouriste au quotidien ? Je crois en fait, moi ce que j'ai trouvé le plus impactant dans cette formation, c'est vraiment le plan d'action en fait du secouriste, parce que quand on est, quand on voit que quelqu'un ne va pas bien, on peut pas toujours forcément très bien savoir comment rentrer en contact avec la personne. Je me rappelle, on nous avait interpellé en nous disant « Mais ça sert à quoi, à votre avis, un plan d'action ? Pourquoi on crée des plans d'action ?» C'est vrai que la question, elle peut paraître... je dis vraiment, je crois que j'avais pas la réponse en fait. Et donc notre formatrice à ce moment-là nous avait dit « Mais vous savez, quand on est comme ça face à des personnes qui vont pas bien, on est en situation de stress. » Le stress va nous envahir. Et en fait, quand on est en situation de stress, notre capacité en fait à raisonner, à analyser peut être bloquée par de la biochimie, par ce qui va se passer dans notre corps. Quand on a un plan d'action et qu'on l'a bien compris, en fait, on a des réflexes d'action. Et donc, c'est ça qui va prendre le dessus. Et donc, on sait comment mieux gérer en fait une situation. Et c'est ça, je trouve, qui est important dans un plan d'action. Ça va nous apporter une sécurité. Ça nous autorise en fait à aller vers l'autre en se disant je sais quand même comment je vais pouvoir avancer dans les différentes étapes avec lui. Et quand on a bien compris comment fonctionne le plan d'action, et surtout c'est important dans celui du secouriste en santé mentale, parce que c'est différent avec le secours physique, c'est aussi pouvoir s'autoriser à se dire là je peux lâcher l'échange parce que la personne elle est peut-être arrivée
à son niveau de ce qu'elle peut entendre pour l'instant. Il vaut mieux lâcher et je reviendrai à un autre moment. Et ça aussi, on l'expérimente pendant la formation. De se rendre compte de, là, c'est le bon moment, je peux continuer, ou là, c'est pas le bon moment. Et ça, comment je peux l'observer? Je l'observe aussi par la communication la communication non verbale, de l'individu. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend, en fait, pendant la formation et qui sont associées au plan d'action. Et dans ce plan d'action, il y a vraiment des étapes qui sont vraiment marquées et qui nous guident aussi dans comment je vais pouvoir avancer avec la personne. Est-ce que j'en déduis que vous conseilleriez cette formation ? Ah ouais, vraiment. Enfin, pour plein de raisons. Je suis venue à faire cette formation d'abord parce que je pense qu'elles sont en lien avec ce que sont mes valeurs. Moi, je suis personnellement concernée par les troubles psychiques, donc je pense que j'avais déjà à la base une sensibilité peut-être un petit peu plus forte que certaines personnes. Mais en fait, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette formation, c'est d'abord, c'est simple. Vous voyez, et des fois, la santé mentale, on en entend beaucoup parler, mais on a souvent une fausse connaissance de ce que peut être la santé mentale, où on ne sait pas trop d'ailleurs qu'est-ce qu'on met là-dedans, en fait, dans la santé mentale. Donc, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Alors, c'est 2 journées qui sont denses, je recommande à tout le monde, mais c'est 2 journées qui sont denses, c'est intense, mais franchement, on les voit pas passer, Et on repart, je pense, de cette formation, on est changé. Parce qu'on repart, moi en tous les cas, je suis repartie, un petit peu plus à l'aise. C'est venu aussi confirmer des connaissances que j'avais déjà, sur la partie peut-être un petit peu plus théorique. Mais par contre, on se sent plus fort. Merci pour votre récit, Christine. Merci. Vous l'avez compris, dans cet épisode, on a été, on est ou on sera peut-être tous concernés un jour par un proche qui ne va pas bien. Si vous êtes dans cette situation, voici quelques ressources sur lesquelles vous appuyez. Vous pouvez consulter le carnet du secouriste en santé mentale, mieux comprendre le trouble lié à la consommation d'alcool. Il est disponible en téléchargement gratuit sur le site internet de PSSM France. Le site Alcool Info Service vous permettra de vous informer et d'évaluer votre consommation. Vous pouvez également écouter le podcast d'Arte Radio. Vivons heureux avant la fin du monde, alcool, nous avons un problème. Delphine Saltel lit Jour 0, le journal de bord que Stéphanie Braqueuet a commencé à écrire quand elle a décidé d'arrêter de boire. Et au fil des jours de sobriété, elle explique comment elle arrive à s'extirper peu à peu des automatismes de consommation. En plus de ces ressources, sachez que venir en aide à quelqu'un atteint de troubles liés à la consommation d'alcool, ça s'apprend, sans pour autant se substituer aux professionnels, sans pour autant devenir un soignant. Comment apporter son soutien ? Que faut-il dire ou au contraire ne pas dire ? Quelles sont les ressources et les professionnels vers qui orienter ? Autant d'éléments qui sont abordés lors de la formation de premiers secours en santé mentale. Nous avons tous un rôle à jouer en tant que secouristes en santé mentale. Alors vous aussi, rejoignez cette démarche citoyenne et apprenez à aider en vous formant aux premiers secours en santé mentale. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site internet de PSSM. C'était Apprendre à aider, le podcast sur le secourisme en santé mentale. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire ou un like sur votre plateforme d'écoute. Rendez-vous dans 1 mois pour votre prochain épisode. Apprendre à aider est un podcast PSSM France, produit par Plus de Sens. Ce podcast a été rendu possible grâce au Self-Esteem Club d'Herborian, partenaire de PSSM France. Présentation, Oriana Dobremetz. Direction éditoriale, Stéphanie Rochdix et Oriana Dobremetz. Direction de la production, Nicolas Pinault.